Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Chaque jour sur Terre. Cette semaine, ou plutôt aujourd'hui, continuité à notre vidéo de la semaine dernière sur les intérêts supérieurs de la nation. Je pense que vous avez beaucoup apprécié. Je vous propose cette fois une formule un peu plus approfondie. Alors qu'on va traiter d'un seul pays à la fois, je pense que ça nous permet de pérenniser cette formule pour plusieurs vidéos et surtout d'aller un peu plus en profondeur justement sur ces intérêts stratégiques absolument cruciaux pour chacun de ces pays. Aujourd'hui, il sera question d'un État absolument fascinant, le Qatar. Alors, sans plus tarder, voici les intérêts supérieurs de la nation qatari. Commençons avec le Qatar, un des pays les plus fascinants dont il sera question dans cette série pour un nombre de facteurs. D'abord, pour sa place sur les bords du golfe Persique ici, un emplacement stratégiquement crucial. On avait parlé dans notre vidéo sur les passages maritimes de l'importance absolument capitale du détroit d'Ormuz, juste ici, pour l'exportation du pétrole et du gaz naturel depuis non seulement l'Iran, bien sûr, qu'on disait, un des principaux acteurs et l'un des joueurs, en fait, le principal qui aurait la capacité de bloquer le détroit d'Ormuz. On évoquait cette question dans le cadre de la guerre de 12 jours. On se disait l'Iran pourrait bloquer le détroit d'Ormuz, mais ça causerait une disruption régionale parce que, bien sûr, oui, l'Iran exporte du pétrole et du gaz naturel, mais à peu près tout le monde dans la région, y compris le Koweït, l'Irak, le Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis, virtuellement tout le monde, et même l'Arabie saoudite que vous voyez ici, de par sa topographie, vous avez des régions montagneuses sur l'ouest. L'Arabie saoudite utilise surtout le golfe Persique pour ses connexions pétrolières vers les marchés internationaux. Alors, le Qatar a donc déjà d'emblée une posture stratégique vraiment unique sur un des carrefours de l'exportation énergétique mondiale. Ça donne donc au Qatar un rôle premier en matière de sécurité. Les Américains, bien sûr, de par leur responsabilité, on sait que les Américains, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont pris des engagements pour assurer à tout le monde la navigabilité des grands passages stratégiques, des grands passages maritimes. En gros, c'est surtout parce que les États-Unis ont configuré un empire mondial dans lequel il fallait avoir un libre accès à tous les marchés avec le moins de friction possible. Ça nécessite donc un libre accès au passage maritime et un ensemble de bases qui sont donc déployées un peu partout à travers le monde pour permettre cette posture-là de défense des passages maritimes. En fait, on a une carte qu'on a composée ici que vous trouverez peut-être utile. On pourra vous la donner en accès libre si vous le voulez. C'est une carte qu'on a composée par les dernières fonctions de GPT-5 qui nous permettent récemment de composer des applications interactives très avancées, notamment des cartes militaires comme ça où on a l'entièreté des bases militaires, ou plutôt les principales installations militaires américaines à travers le monde. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est la posture américaine au Moyen-Orient qui est vraiment très importante tant au Qatar qu'au Bahreïn. C'est une posture qui est donc entièrement axée ou presque entièrement axée sur la défense de la navigabilité et sur la défense de l'Arabie saoudite. Ce sont les deux grosses priorités américaines dans la région. La défense de l'Arabie saoudite, bien sûr, face à la pression iranienne. L'Iran qui est vraiment le mastodonte dans la région. Ça est important de le comprendre parce que à peu près toute la géopolitique régionale est composée autour de la puissance de l'Iran. Il y a une formule un peu vulgarisatrice sur la région qui nous dit qu'il existe seulement 3 vrais pays dans cette grande région et ce sont l'Iran, la Turquie et l'Égypte. Le reste sont des constructions coloniales, des constructions qui sont venues à travers l'histoire et qui sont basées un peu sur des ententes politiques entre des grandes puissances et des familles, des tribus locales. La plupart de ces pays sont vraiment inventés, si on veut, et sont moins basés sur des liens culturels très forts, des similitudes au niveau linguistique ou religieuse. La plupart de tout ça, ça a été inventé par des puissances coloniales. Donc, ça a un impact majeur sur qui sont des puissances véritables dans la région. Vous voyez, la Turquie avoir une influence majeure, l'Iran, l'Égypte également, de par bien sûr sa place sur Suez, mais additionnellement, un peu moins depuis les guerres avec Israël, mais fut-il un temps où l'Égypte était vraiment une grande puissance régionale. C'est un peu un artefact de ce qu'on vient de mentionner, qu'il existe 3 véritables pays dans la région qui ont une véritable cohésion culturelle, économique, politique, diplomatique et historique. Ce sont Turquie, Iran et Égypte. Alors donc, tout le monde ici
essaie de se configurer en fonction de ces grands géants et de comment faire un peu pour trouver l'équilibre et exister, survivre dans cet espace dans lequel on n'a pas vraiment de raison d'exister. Alors, le Qatar, c'est un peu la même histoire que le Bahreïn. Là-dessus, on est donc une base militaire américaine à ciel ouvert. On a beaucoup d'installations étrangères. En fait, il faut le dire, les Américains sont présents au Qatar, près de Doha. Ici, on a des installations américaines très importantes. En fait, c'est la base américaine ici à Al Udeid qui est la base américaine la plus importante au Moyen-Orient, qui permet aux États-Unis de projeter une puissance, bien sûr, on le mentionnait, à travers toute la région persique, mais un peu plus loin, on pourrait le mentionner, jusqu'à la mer d'Arabie et jusqu'au Golfe vers l'Inde. Donc là-dessus, la présence américaine est cruciale et ça permet au Qatar d'avoir un levier considérable en matière de sécurité. Le Qatar n'est pas aussi vulnérable qu'il serait normalement et autant on pourrait dire c'est une garantie de sécurité pour le Qatar que d'avoir cette présence américaine très forte. C'est aussi, on l'a vu durant la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, on a vu que ça peut être une vulnérabilité qui invite à l'agression, alors que l'Iran a été d'une attaque justement sur cette base de Al Udeid au sud du Qatar et on visait les forces américaines. C'était une attaque qui était largement symbolique. L'Iran avait télégraphié son attaque, avait communiqué avec les Américains d'emblée pour les avertir, les prévenir qu'il y aurait une attaque sur la base et minimiser les pertes. L'Iran cherchait bien sûr à éviter une escalade du conflit avec Israël, mais donc ça vous dit quand même la vulnérabilité que peut représenter la présence des troupes étrangères au Qatar. Additionnellement là-dessus, on pourrait parler de la présence des troupes turques. Vous avez au Qatar beaucoup de soldats qui sont déployés depuis la Turquie, encore une fois, pour défendre le Qatar vis-à-vis la pression spécifiquement là, des joueurs du Golfe ici, qui... Il y a beaucoup de tensions avec le Qatar. Il est important de le mentionner. Le Qatar est un peu le mouton noir des États du Golfe. On y reviendra dans un moment. Et ça invite, oui, les États-Unis, mais aussi la Turquie à avoir une présence ici pour essayer de maintenir un équilibre. Cette présence peut être problématique, comme la présence américaine. On l'a vu au cours de la crise du blocus notamment, alors que un certain nombre de pays du Golfe, en fait pratiquement tous les pays du Golfe, si je me souviens bien, je vais de mémoire, le Koweït, l'Arabie Saoudite, Bahreïn et les Émirats arabes unis ont imposé un blocus sur le Qatar en raison de sa géopolitique, en raison d'actions de politique étrangère. C'était vraiment exceptionnel en fait parce que typiquement, on voit un blocus dans le cas, par exemple, d'une action militaire ou dans le cas d'une décision nouvelle de la part d'un pays ou d'un changement dans la doctrine de politique étrangère qui importune vraiment tous les autres et qui dit, qui lève la main pour nous dire « c'est assez, on veut repousser tout ça, on veut contenir cette nouvelle manœuvre de la part du Qatar ». Là, ce n'était pas du tout le cas. C'était en fait une réponse à la doctrine de politique étrangère qatari qui dure depuis des années, des décennies. Une posture d'ambiguïté stratégique où on veut, oui, maintenir des relations avec les États du Golfe, en raison bien sûr de la continuité continentale, la continuité terrestre qui nous invite à avoir des relations avec eux, la dépendance politique également, géopolitique, etc. Mais aussi à maintenir des relations avec l'Iran. Parce que l'Iran, on l'a mentionné, de par son rôle de mastodonte militaire, est le principal paramètre autour duquel on définit pour tout le monde ici la politique de relations étrangères. Le Qatar, d'autant plus, sa posture est particulière parce qu'il partage avec l'Iran le contrôle sur un gisement de gaz naturel très important ici, en fait assez important qu'on peut l'observer, vous le voyez depuis notre carte. Vous voyez ces sites d'exploitation des gaz naturels et du pétrole directement en secteur maritime et ce site est exploité conjointement à peu près en son centre ici par tant l'Iran d'un côté que le Qatar de l'autre. Alors donc, vous voyez qu'il y a un intérêt vraiment réciproque, mutuel, tant de l'Iran que du Qatar à maintenir une relation productive. Peut-être pas amicale, mais très certainement non hostile. Et donc, vous voyez le Qatar adopter cette espèce d'ambiguïté stratégique un peu partout à travers le monde, dans presque tous les théâtres d'opération, particulièrement avec la question israélo-palestinienne. On l'a vu également avec l'Iran. Le Qatar se tend comme médiateur, essaie de jouer vraiment le rôle de l'arbitre
pour tendre la main à un camp et à un autre, parce que bien ces intérêts, est important de le mentionner, lorsqu'il est question des intérêts supérieurs d'un pays, les intérêts supérieurs de la nation qatari, de par sa vulnérabilité militaire, politique, géostratégique, même on pourrait dire géographique. Vous voyez ici qu'on a un seul lien de continuité terrestre qui est avec l'Arabie saoudite. Et lorsqu'on a imposé ce blocus, eh bien là, le Qatar se retrouvait entièrement bloqué du monde. Vous avez le Qatar qui essaie typiquement donc de maintenir cet équilibre, mais à peu près 90% des importations de nourriture, notamment, proviennent de l'Arabie saoudite par la voie terrestre. Alors, ça a été un énorme problème pour le Qatar lorsqu'on s'est retrouvé avec ce blocus. Vous avez également Qatar Airways qui a été, contraint de changer beaucoup de ses itinéraires, alors que Qatar Airways est une des principales, pour ne pas dire la principale compagnie aérienne qui dessert l'entièreté de la région ici avec plusieurs connexions un peu partout dans le monde. Et c'est donc un acteur économique absolument critique qui avait été largement importuné par les actions du blocus. Donc le Qatar, a été brûlé auparavant par sa politique étrangère. Cela étant dit, quand on se parle de cette relation d'équilibre et d'essayer d'avoir un rôle d'arbitre, ben c'est justement de par le fait qu'il est si vulnérable, de par le fait qu'il n'a pas sa propre capacité de défense et qu'il est dépendant des Américains, des Turcs et de tout le monde dans la région pour sa défense, le Qatar a donc un intérêt stratégique à la stabilité. Il a un intérêt à la stabilité régionale et à la paix. Et c'est pourquoi vous voyez le Qatar être un acteur extrêmement productif lorsqu'il est temps de calmer la tension, asseoir tout le monde à la même table et trouver des moyens d'arriver à une solution commune. Et ça, c'est quand je vous dis, ça dépasse la région, ça dépasse Israël, ça dépasse l'Iran. Vous avez vu le Qatar très récemment être impliqué, mes excuses pour cette rotation étrange, être impliqué directement dans la médiation du conflit sur un des pays qu'on va visiter dans un instant, la République démocratique du Congo et le Rwanda, ce conflit dans lequel le Rwanda finançait donc le M23 et un certain nombre de groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Eh bien, on a vu le Qatar aller s'impliquer dans ce conflit. Pourquoi? Ben là, ça dépasse sa zone d'influence directe et c'est vraiment juste le Qatar qui veut se présenter et en faire sa culture nationale, en faire son identité, le médiateur, l'arbitre. Plus il agit de la sorte, non seulement dans sa propre sphère d'influence, mais ailleurs, moins c'est problématique lorsqu'il le fait et que ça dérange les autres. Je vous parlais du blocus tout à l'heure. C'est justement une des raisons qui a été relevée pour expliquer le blocus contre le Qatar, justifié plutôt par les joueurs du Golfe. On disait, 1. Le Qatar finance les frères musulmans, appuie les frères musulmans. Encore une fois, c'est un artefact de la politique du Qatar de souffler tant le chaud que le froid. Vous avez, oui, on finance les frères musulmans, mais aussi d'un autre côté, vous voyez le Qatar être très actif pour financer la Syrie et le nouveau régime syrien, Al-Jolani. Alors donc, le Qatar ne se gêne pas d'agir d'un côté comme de l'autre, parfois pour aider les intérêts de l'un, que ce soit l'Iran, parfois pour lui nuire en ayant appuyé par exemple le régime en Syrie. Et c'est justement parce qu'il se garde la liberté de le faire partout que lorsqu'il le fait dans sa région immédiate, il a une certaine crédibilité. En passant là-dessus, le blocus contre le Qatar, pour faire la petite histoire, il s'est terminé par aucune concession du Qatar. Les États-Unis sont intervenus, on a vu une négociation là-dessus, et le Qatar a gardé exactement toutes les postures qui lui étaient reprochées. On parle notamment, une des postures qui était reprochée au Qatar, Al Jazeera, et un autre artefact de cette politique d'influence, de soft power que tente de développer le Qatar. La chaîne de nouvelles Al Jazeera, qui est certainement une des chaînes télévisées et maintenant un site de nouvelles avec le plus d'influence à travers le monde arabe et on pourrait dire de plus largement le monde musulman. Al Jazeera est financé entièrement, il me semble que c'est exclusivement même par le gouvernement qatari. Et donc, vous avez naturellement un organe de soft power extrêmement puissant pour répandre le narratif du gouvernement qatari sur la région tout entière, sur un ensemble d'enjeux. Et là-dessus, bien sûr, je me permets de le mentionner.
Al Jazeera est une source d'information extrêmement crédible. On pourrait lui reprocher son affiliation avec le Qatar. En fait, s'avertir, je vous dirais surtout pour la Al Jazeera de langue anglaise. On pourrait avoir une discussion différente sur Al Jazeera de langue arabe. Mais pour ce qui est de Al Jazeera de langue anglaise, de manière générale, à l'exception des questions qui touchent le Qatar, Israël et la Palestine, vous avez une couverture qui est relativement équilibrée. Pour ce qui est, comme je vous dis, du Qatar, c'est déséquilibré. D'Israël, Palestine, bien sûr, on a une posture plus militante là-dessus. Mais encore une fois, lorsqu'on prend en compte, disons, l'écosystème médiatique, le portrait, le paysage médiatique international, Al Jazeera vient souvent agir comme contrepoids. Et donc, ça frustre énormément les alliés de la région, les autres joueurs de la région, pardon, notamment les Émirats arabes unis, notamment l'Arabie saoudite. Pourquoi? Ben justement parce que Al Jazeera ne se gêne pas pour faire du journalisme d'investigation, journalisme d'enquête et dévoiler des faits qui sont parfois hautement embarrassants, gênants pour les pays, les familles gouvernantes de la région. Donc, une des demandes qui était qu'on exigeait du Qatar pour lever le blocus, c'était justement de se débarrasser de Al Jazeera, de cesser toute forme de diffusion. Et le Qatar a juste dit non. Non, on conserve Al Jazeera, c'est important, c'est nécessaire. Et jusqu'à très récemment, d'ailleurs, vous avez vu Israël bombarder délibérément les installations de Al Jazeera dans la bande de Gaza, également à l'intérieur de la Cisjordanie, des journalistes d'Al Jazeera qui ont été tués. On pense à Shireen Abu Akleh qui avait été tué dans la bande de Gaza et très récemment, 5 journalistes qui ont été assassinés par un bombardement ciblé d'Israël. Pourquoi je vous parle de tout ça? Ben, c'est justement parce que cette influence qatari, l'influence d'Al Jazeera, elle dérange aussi l'État d'Israël qui, depuis très longtemps, cible délibérément Al Jazeera pour essayer de contenir son influence et aussi, de punir pour ses actions. Donc, là-dessus, le Qatar, vous le voyez vraiment comme cette espèce de joueur qui essaie de trouver un équilibre parce que, justement, il a une place dans une région où il est incapable d'exercer, disons, de projeter une force militaire conséquente. Puisque le Qatar est si faible, il n'a pas le choix d'agir en amont, de s'assurer que les problèmes soient tués dans l'œuf avant qu'il n'ait le temps d'éclore. Additionnons à tout ça, lorsqu'il est question des intérêts supérieurs de la nation qatari et de pourquoi on désire la stabilité et de pourquoi on agit en ce sens, eh bien oui, on a bien sûr l'enjeu de la vulnérabilité, du fait qu'on est faible, qu'on veut maintenir une stabilité régionale, mais aussi du fait qu'on est premier exportateur de gaz naturel au monde. Le Qatar, malgré sa taille minuscule, possède les 3e plus grandes réserves de gaz naturel au monde. Alors donc, vous comprendrez que son intérêt, fondamentalement, c'est qu'on ait une stabilité régionale pour faire l'exportation de ce gaz naturel, que ce soit tant par les voies maritimes que par les voies terrestres vers les marchés internationaux. Alors donc, le Qatar ne veut de problème avec personne et vous le voyez manifester à travers sa politique, sa doctrine de relations étrangères. Vous avez vu d'ailleurs là-dessus un autre élément de pourquoi vous voyez le Qatar parfois intervenir et avoir un rôle comme ça. Le Qatar avait envoyé des forces spéciales pour renverser Muammar Kadhafi. Et ça, c'est quelque chose qui était très peu connu, mais le Qatar, Al Jazeera et les forces spéciales qataries avaient eu un rôle extrêmement important pour renverser donc Muammar Kadhafi ici, parce que, encore une fois, on voulait maintenir la stabilité régionale, un équilibre et s'assurer d'avoir une posture privilégiée sur les exportations de pétrole et de gaz naturel. Kadhafi était problématique non seulement pour les États-Unis, pour la France, pour les acteurs européens, mais de plus en plus pour un certain nombre de pays du Moyen-Orient, de plus en plus aussi alors que Kadhafi, on le sait, vers la fin de sa vie, s'était détourné du panarabisme, donc de former une seule grande fédération arabe, et s'était plutôt retourné vers le panafricanisme. La même intention cette fois pour l'Afrique. On voulait former les États-Unis d'Afrique. On pourrait y revenir dans une prochaine vidéo sur comment tout ça aurait pu être exécuté, les défis, etc. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc, voilà un peu pour les intérêts stratégiques
du Qatar, la question iranienne, les États-Unis, la stabilité régionale, les exportations de gaz naturel, le rôle d'Al Jazeera, de la médiation et de la crise du blocus dans tout ça. On continue maintenant avec un prochain pays. Cette fois, pour notre prochaine vidéo, il sera question de la République démocratique du Congo. Alors, n'allez pas trop loin et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur les intérêts supérieurs de la nation.